Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien pour notre dernier épisode de bac. Donc c'est un grand jour puisque c'est notre dernier poème, le dernier texte de la séquence sur la poésie. Donc c'est Paul Éluard, La courbe de tes yeux. Je vous rappelle que donc ça nous fera 16 textes en tout et que vous pourrez enlever un texte mais dans les deux séquences précédentes. Pas dans les séquences sur la poésie, puisqu'il n'y en aura que 4 pour la poésie. Voilà, alors pour Paul Éluard, alors d'abord je vous fais une petite correction du plan, puisque je vous ai demandé un plan détaillé. Donc on fait d'abord une correction d'un plan de commentaire, et après on fait une étude linéaire, d'accord? Alors voilà, donc euh, d'abord je vous donne rapidement le plan, après je ferai tout, l'intro et tout ça pour l'étude linéaire, d'accord? Donc pour le plan, on pouvait voir en grand 1 l'éloge des yeux de la femme aimée, bien sûr, avec en petit a évidemment un blason, il fallait parler de la notion de blason, en petit b la richesse de l'imagerie poétique. Non, là je le fais rapidement, après on détaillera tout dans l'étude linéaire. En petit c la liberté et la musicalité. En grand 2, on pouvait évidemment étudier le bonheur amoureux. En petit a, le bonheur d'un amour partagé, pour une fois, c'est important de le dire, c'est important, c'était bien aussi de finir avec ça, l'amour est partagé ici. En petit b, l'homme dépend de la femme. Et en grand 3, parce qu'en fait j'ai fait petit a, petit b pour le grand 2, mais j'avais fait un grand 3. Voilà, en grand 3, donc une image de la femme providentielle qui offre le monde au poète, donc en fait l'apologie de la femme. Avec un petit a, le couple qui donne sens à la vie et qui s'ouvre sur le monde. Et un petit b, la femme providentielle et la sacralisation du monde. Voilà, donc pour le plan de commentaires. Et maintenant, on commence l'étude linéaire proprement dite. Alors, en introduction, on pourrait parler du surréalisme et de la femme, puisque pour les surréalistes, la femme est très importante. D'abord, les surréalistes ont insisté sur l'importance du désir, de l'érotisme de manière générale, qui est source de connaissance, source d'inspiration. Dans un deuxième temps, on pourrait parler évidemment de la relation entre Paul Éluard et la femme dont il s'agit ici, c'est-à-dire sa femme, sa première épouse. Il s'agit de Gala. Voilà, sa première épouse s'appelait Gala, une femme célèbre. Il la rencontre en 1914, à 18 ans, alors qu'il est malade de la tuberculose, et donc il se rencontre dans un sanatorium. Et c'est une jeune russe de son âge. Il va l'épouser en 1917. Et ils vont vivre quelques années heureuses, mais contrairement à ce que pourrait laisser penser notre poème, ça ne va pas durer très longtemps, puisque en 1928, donc quand même 10 ans après, Gala quitte Paul Éluard pour épouser Salvador Dali. Eh oui, elle va devenir l'épouse de Salvador Dali, une épouse célèbre d'ailleurs qui sera représentée dans plusieurs tableaux de Dali. Et il faudra savoir quand même qu'en 1934, Paul Éluard se remarie avec une autre femme qui s'appelle Nusch, qu'il rencontre dans la rue de Paris, enfin, on va pas se développer trop ça. Nusch, N-U-S-C-H. Alors, dans un troisième temps, pour l'introduction, on pourrait parler de ce qu'est ce poème. En fait, il ressemble tout à fait à une ode. Une ode, je vous rappelle que c'est un chant lyrique qui fait l'éloge d'une personne ou d'un thème. Donc sa structure rappelle les odes traditionnelles, les odes médiévales et de la Renaissance. Par exemple, l'Ode à Cassandre de Ronsard.
Elle est composée donc de 3 quintiles qui réunissent des vers classiques. Hein, on a des alexandrins, des octosyllabes, des décasyllabes. Alors c'est assez étonnant, hein, parce que on est en 1926, Paul Éluard est un poète surréaliste. On a vu que depuis Apollinaire et même avant, hein, il y avait une révolution formelle en poésie, qu'on ne mettait plus de points, qu'on utilisait le vers libre, tout ça, qu'on n'utilisait plus les strophes classiques mais des strophes intuitives. Or ici, ce n'est pas du tout le cas. On retrouve une ponctuation, on retrouve des vers classiques, on retrouve des strophes, des strophes de 5 vers qu'on appelle donc des quintiles. Donc il y a une sorte de retour aux sources. De même, retour aux sources en choisissant la forme poétique du blason, ou le genre du blason plutôt, qui est très traditionnel, comme vous le savez. Et donc, en problématique, on pourrait se demander comment, à travers ce blason qui est fait, donc le blason des yeux de son épouse, comment Paul Éluard célèbre le bonheur amoureux et la puissance révélatrice de la femme. Voilà, donc on est en lecture linéaire, hein, et le plan va finalement s'appuyer sur la structure naturelle du poème, c'est-à-dire qu'en grand 1, on étudiera la première strophe, en grand 2 la deuxième, en grand 3 la troisième, puisqu'elles ont chacune une thématique assez marquée. Alors voilà, en grand 1 donc, dans la première strophe, je vous donne le titre, « Le regard de l'aimé offre au poète un espace-temps protecteur et apaisant. » Alors, la courbe de tes yeux fait le tour de mon cœur, un rond de danse et de douceur. La forme physique des yeux devient ici une allégorie, tout de suite, l'allégorie d'un enveloppement maternel, le tour de mon cœur. Dans le premier vers, il y a un jeu sur le concret et sur l'abstrait. La forme de l'œil exprime une espèce de ressenti intime, un sentiment d'unité, de bien-être, de sécurité, le tour de mon cœur, il se sent comme protégé. Dans le deuxième vers, la courbe réelle des yeux, donc pareil, semble d'un seul coup s'agrandir. Il y a un phénomène d'expansion qui avait déjà commencé d'ailleurs avec le tour de mon cœur quand même, mais ce phénomène d'expansion se développe et il donne naissance à des métaphores de plus en plus audacieuses. Donc un rond de danse et de douceur, une image de grâce, d'harmonie, avec en plus les harmonies, les sonorités de D et S, donc des sonorités un petit peu apparemment contradictoires, parce que le D c'est des dentales assez dures, mais en fait ça crée une dynamique, rond de danse et de douceur, une dynamique qui exprime la danse, et le S, donc la douceur justement, donc cette danse douce, harmonieuse, qui est aussi une image de grâce, le rond de danse et de douceur. Le S est assez voluptueux aussi, qui exprime la douceur, la sifflante, le sifflante S, c'est assez voluptueuse. Auréole du temps, berceau nocturne et sûr, dans le troisième vers, on s'aperçoit qu'il y a une accumulation de métaphores, à partir de un rond, à partir du vers 2 déjà, on a une accumulation de métaphores qui rappelle bien sûr la voyance de Rimbaud et les synesthésies baudelairiennes. Et on voit que la forme matérielle encore de l'œil s'est agrandie aux dimensions cosmiques ici, auréole du temps, berceau nocturne et sûr. Elle est maintenant carrément l'allégorie du temps et de l'espace dans lesquels vit le poète avec sa femme. L'auréole du temps, c'est un temps, donc c'est une image d'un temps fermé sur le bonheur, fermé sur lui-même. Un temps qui ne fuit plus, rappelez-vous, l'angoisse de Baudelaire, c'était justement la fuite du temps. Mais ici, c'est intéressant parce qu'on retrouve encore une fois le remède au temps qui passe chez Paul Éluard, puisque ici, d'un seul coup, ce temps se clôt sur lui-même, il s'alimente, il rayonne autour de l'aimé, comme une auréole, avec une idée de bien-être, d'accomplissement.
Cette auréole, évidemment, n'est pas sans évoquer les saints hein, qui avaient une auréole. On voit souvent ça dans la peinture médiévale en particulier. Hein, une espèce d'image de l'accomplissement, de la réalisation de soi. Alors on a aussi l'image donc du berceau nocturne et sûr, une image de protection maternelle, évidemment, avec un sentiment donc de pouvoir se reposer, s'abandonner, comme un petit enfant, dans cet espace-temps de bonheur sûr, rassurant, que procure bien sûr la présence de la femme aimée. Dans les vers 4 et 5, « Et si je ne sais plus tout ce que j'ai vécu, c'est que tes yeux ne m'ont pas toujours vu. » On a l'idée que ce qui n'a pas été vécu avec Gala, avec la femme, n'a plus d'importance pour le poète, et quasiment n'a même plus d'existence. Hein. Finalement, hors du temps du couple qui est le seul à donner un sens à la vie, rien ne compte, le passé ne compte plus. Et on a aussi l'idée donc qui va avec que ce sont les yeux de la femme aimée qui donnent la vie elle-même et qui donnent le sens à la vie. C'est l'idée qu'on va retrouver d'ailleurs dans le dernier vers, hein, au vers 15, « Tout mon sang coule dans leur regard », mais on y reviendra. On passe à la deuxième strophe. Alors en titre, on pourrait dire que dans la deuxième strophe, les yeux de la femme révèlent à l'homme la richesse et la beauté de l'univers. Donc, je répète le titre. Les yeux de la femme, aimée bien sûr, révèlent à l'homme la richesse et la beauté de l'univers. Donc, je vous le relis rapidement. Feuilles de jour et mousse de rosée, roseaux du vent, sourire parfumé, ailes couvrant le monde de lumière, bateaux chargés du ciel et de la mer, chasseurs des bruits et sources des couleurs, et on pourrait même, puisqu'il y a une virgule en plus, parfum éclos d'une couvée d'aurore. Voilà, ça déborde sur la strophe d'après. On voit qu'il y a encore une accumulation, donc la suite de l'accumulation des métaphores qui inspirent les yeux de Gala, qui apparaissent comme une sorte de voyage à travers le foisonnement des réalités merveilleuses du monde. Alors au vers 6, on a d'abord un univers végétal, avec les feuilles, la mousse. Alors la feuille, évidemment, on voit bien, hein, la feuille a la même forme qu'un œil. Feuille de jour, hein, le de jour, rappelez-vous, c'est un complément du nom feuille. Ça donne cette idée que les yeux, finalement, sont les feuilles de l'arbre qui est la lumière du jour, quelque part. Hein. Et c'est à travers eux, c'est à travers les yeux de la femme aimée, que le poète, finalement, peut voir le jour, ou d'un seul coup reprend conscience de l'existence du jour. Et on voit ici que la voyance poétique est rendue possible, la voyance poétique héritée bien sûr de Rimbaud, dont se réclament, je vous le rappelle, les surréalistes. Hein, pour les surréalistes, Rimbaud évidemment est essentiel. Donc la voyance poétique est rendue ici possible, non par le seul regard du poète, comme c'était le cas chez Rimbaud, mais ici par le regard de celle qui est aimée. Donc c'est le regard de la femme qui permet la voyance poétique. Avec cette idée, évidemment, que la femme est l'inspiratrice, la muse du poète. Idée par contre très ancienne, très traditionnelle, qui s'enracine dans l'Antiquité. Hein. Alors l'image de la mousse de rosée est une allusion au matin, à rosée. Et ça fait penser à l'aube du monde, donc un renouvellement, un renouveau poétique et un renouveau amoureux, bien sûr. Alors dans les vers 6 et 7, on a une énumération de sensations. Le jour évoque la vue, la mousse de rosée évoque le toucher, le roseau du vent, ça évoque le toucher, mais aussi bien sûr l'ouïe, c'est le son du vent dans les roseaux. Et les sourires parfumés,
ça évoque l'odorat. Donc, cette strophe renvoie aux correspondances baudelairiennes, aux synesthésies. Et l'on voit aussi donc à travers ça que le surréalisme est bien dans la continuation de la modernité inaugurée par Baudelaire et Rimbaud. Alors au vers 8, les ailes couvrant le monde de lumière, on renoue avec une image maternelle, rappelez-vous le berceau du vers 3, berceau nocturne et sûr, mais il y a en plus une idée d'ange avec la lumière, hein. Elle couvrant le monde de lumière, c'est comme s'il y avait une sorte, la femme possédait une sorte de puissance spirituelle quasi religieuse. La femme serait une sorte d'ange gardien du monde. Au vers 9, je le relis, bateau chargé du ciel et de la mer. Donc les yeux permettent une sorte de voyage, le bateau, hein, qui est encore inspiré bien évidemment par la forme des yeux. Mais chargé du ciel et de la mer. Alors, le ciel et la mer évoquent bien sûr la couleur bleue des yeux de Gala. Elle avait les yeux bleus. Mais évidemment, ça va beaucoup plus loin que ça. On a ici l'union des éléments, l'eau et l'air. L'union aussi des dimensions du bas et du haut. Et finalement, l'ouverture vers des espaces de liberté infinie, la mer et le ciel. Espace à travers lesquels le poète peut laisser librement aller sa rêverie. Et ça aussi, ça nous rappelle Baudelaire, un hémisphère dans une chevelure. Rappelez-vous, dans cette chevelure, Baudelaire pouvait voyager, il voyait des espaces marins, un hémisphère entier, un hémisphère paradisiaque et exotique. On n'en est pas très loin ici, hein, avec cette idée que la femme porte en elle l'univers entier, et qui rappelle aussi le poème d'André Breton, L'Union libre, rappelez-vous, où il y avait tous les éléments, tous les aspects du monde dans le corps de la femme. Alors le vers 10, chasseur des bruits et source des couleurs, évoque lui aussi les correspondances, surtout si on le met en plus en parallèle avec le vers 11, parfum éclos d'une couvée d'aurore. On retrouve les mots donc parfum, bruit, couleur, qui évidemment nous rappellent le fameux vers de correspondance de Baudelaire, hein. Les parfums, les couleurs et les sons se répondent, rappelez-vous. Donc la femme permet au poète de retrouver le sens du bruit, c'est-à-dire des sons, le sens des couleurs, le sens du parfum, et donc elle joue une fois de plus son rôle de muse qui permet au poète de réussir sa quête de sens et sa quête des sens. Surtout avec le mot chasseur, hein. Vous avez le mot chasseur des bruits, intéressant. Le chasseur, finalement, c'est aussi le poète lui-même, l'artiste qui recherche, qui chasse les sens et les significations des choses de ce monde. On arrive à la troisième strophe. Donc je vous donne le titre que l'on pourrait donner à cette strophe. C'est la dimension providentielle de la femme aimée, qui apparaît comme une sorte d'être divin qui sacralise le monde. Donc la femme aimée sacralise le monde. Au vers 11, donc, parfum éclos d'une couvée d'aurore. C'est toujours la suite des correspondances sensuelles dont on vient de parler. Cette couvée d'aurore rajoute aussi l'image de la naissance qu'on avait déjà évoquée au vers 3 et au vers 6. Rappelez-vous, le berceau, c'est l'image de la naissance, et au vers 6, la rosée. Donc ici, on reprend cette image de naissance, avec en plus une dimension sacrée, puisqu'il y a au vers 12 la paille des astres. La paille des astres, eh bien évidemment, ça nous fait penser à la crèche.
avec le petit Jésus hein, qui naît sous l'étoile, la fameuse étoile qui guide les bergers, donc les astres, ça peut être ça aussi. Hein. Et bien sûr, le Christ naît dans la paille, puisqu'il naît dans cette grotte avec des parents pauvres. Et on sait qu'il naît dans cette paille, donc cette paille des astres, est évidemment une allusion religieuse, librement interprétée évidemment, puisque ici c'est à travers les yeux de la femme, donc on pourrait dire que c'est la femme qui devient messianique, hein, le Messie, hein, le Messie c'est le Christ, donc ici la femme obtient un rôle messianique, elle apporte en quelque sorte au monde une rédemption. Et cela rappelle une phrase célèbre de Louis Aragon, qui lui aussi est un surréaliste, qui connaissait bien sûr Paul Éluard. Une phrase célèbre, « La femme est l'avenir de l'homme ». Voilà, la femme est l'avenir de l'homme. Du coup, on voit bien hein, le rôle messianique, prophétique de la femme. Donc l'amante apparaît ici comme une sorte de Vierge Marie, sans aucune, évidemment, notion morale derrière, et en ne retenant que l'idée qu'elle donne naissance au monde dans une perpétuelle innocence. Hein. Comme le jour dépend de l'innocence, le monde entier dépend de tes yeux purs, au vers 13-14. Donc la pureté d'un regard toujours neuf, tes yeux purs. Donc elle redonne au monde cette innocence grâce à la pureté de ses yeux. Et elle permet au poète de garder une vision toujours émerveillée, hein, c'est le sens de pur finalement, une vision d'enfant sur le monde. Et c'est le sens même de la poésie. Hein, finalement, il s'agit pour le poète de toujours regarder le monde comme s'il était neuf, avec des yeux d'enfant, avec les yeux de l'amoureux. C'est bien le sens des vers 13 à 15, des derniers vers. Hein. L'amour pour la femme permet au poète de garder son émerveillement d'enfant face à la beauté des choses. Donc l'amour humain devient ainsi un amour divin qui baigne le monde dans la lumière de la joie. Voilà, en conclusion, on a donc un poème qui a recours à toutes les ressources de la poésie traditionnelle et moderne pour célébrer l'amour de la femme. Un poème donc qui dépasse les apparentes contradictions entre les anciens et les modernes pour renouveler et perpétuer la poésie amoureuse. On retrouve l'idéalisation de la femme qui semble placer l'homme à l'abri de la souffrance, comme dans le poème de Baudelaire, Un hémisphère dans une chevelure, et qui fait d'elle donc la muse inspiratrice de toujours, qui féconde les forces créatrices du poète. Voilà. Alors évidemment, c'est sans compter la réalité qui va rattraper malheureusement le couple de Paul Éluard et de Gala, puisque, comme je vous l'ai dit en introduction, Gala va finir par tromper Paul Éluard avec Dali et le quitter. Bon. Mais toujours est-il que cet instant de bonheur a donné naissance à un poème qui chante finalement l'amour idéal. Voilà, merci, c'est notre dernier texte, et je vous souhaite bon courage pour la suite de ce confinement. Comme je vous l'ai dit, je le rappelle à ceux qui ne l'auraient pas lu, je vous propose d'apprendre vos poèmes, d'apprendre vos textes, tous les textes depuis le début de l'année, les 15 textes que vous aurez, que vous aurez choisis, à l'exclusion d'un seul texte dans les 2 premières séquences. Et je vous proposerai donc des oraux blancs par Skype. Vous vous inscrirez, vous m'enverrez un petit message, on conviendra d'1 heure, et on fera donc préparation et oral blanc pour ceux qui le souhaitent. Voilà, à bientôt.